Alors, bonjour, à nouveau bienvenue. Nous entreprenons la seconde partie de ce forum débat en présence des candidates et candidats étudiants et étudiantes au conseil d'administration de l'UQAM. Alors, on a vu dans un premier temps quatre de ces personnes et maintenant le groupe est au complet avec 5 personnes. Je vous laisse tout de suite avec notre animateur, M. Stéphane Tobin, qui est directeur aussi des services des dossiers étudiants au registrariat et qui a pris l'habitude, comme on a pu le constater dans la première partie depuis quelques années, là, de faire cette animation. Alors, je vous remercie. Alors, on va entendre M. Tobin. Merci. Merci, Mme Fortin, et re-bienvenue à cette deuxième partie. Donc, avec nous, comme vient de le mentionner Joanne, 5 autres candidats que je vais vous présenter à l'instant. C'est le tirage au sort avant la rencontre qui a déterminé l'ordre dans lequel les personnes prendront la parole. Donc, dans un premier temps, Mme Zaïda Benraïs, qui est à la maîtrise en sciences, technologies de l'information à l'École des sciences de la gestion. M. Samuel Cossette, qui est à la maîtrise en communication, études médiatiques à la faculté de communication. On a avec nous M. Anthony Montreuil, qui est au baccalauréat par cumul de programme de l'École des sciences de la gestion. M. Danny Murphy, au baccalauréat par cumul de programme aussi de l'École des sciences de la gestion. Et enfin, M. Patrick Perra, qui est au doctorat en administration de l'École des sciences de la gestion. Donc, comme dans le premier débat, on va débuter immédiatement par une introduction de chacun d'une durée de 2 minutes. Madame Benraïs, à vous la parole. Merci, bonjour à tous et merci d'être ici aujourd'hui. Donc, je me présente, Zaïda Benraïs. Je suis étudiante à la maîtrise en technologie de l'information à l'UQAM. Ce qui a motivé mon geste de me présenter au conseil d'administration de l'UQAM, c'est que je suis une ancienne employée de l'UQAM. J'y ai travaillé pendant 13 ans, donc je peux dire que je connais le système de l'intérieur. Je connais l'UQAM parfaitement, ses bons côtés, ses mauvais côtés, ses lacunes, ses forces, ses faiblesses. Depuis 2 ans, j'ai quitté l'UQAM pour aller à l'Université de Montréal. Merci. Donc, depuis 2 ans, j'ai quitté l'UQAM pour aller à l'Université de Montréal. Présentement, je siège au conseil d'administration de l'Université de Montréal. Je représente le personnel professionnel. Et un de mes grands objectifs, donc certainement, c'est de défendre les intérêts des étudiants, de faire entendre la voix des étudiants, mais aussi d'apporter des améliorations. J'ai longtemps travaillé avec les étudiants de l'UQAM au support technique aux usagers. Donc, j'ai travaillé partout, service de l'informatique, faculté de l'éducation, école des sciences de la gestion. J'ai vraiment fait le tour. Et partout là où j'ai été, quotidiennement, j'ai été en contact des étudiants, j'ai vécu leurs problèmes, j'ai toujours essayé de les aider du mieux que je pouvais. Donc, c'est vraiment ça qui motive ma candidature aujourd'hui, c'est d'essayer d'apporter des solutions à ces lacunes que les étudiants vivent au quotidien. Et puis, je souhaiterais, par exemple, effectuer un transfert de connaissances entre les bonnes pratiques qui se font à l'Université de Montréal. J'aimerais les apporter ici, tout comme je suis en train d'essayer de faire profiter l'Université de Montréal de mon expérience à l'UQAM, des bonnes choses de l'UQAM. Voilà, merci. Merci beaucoup, Mme Benraïs. Donc, dans un deuxième temps, M. Samuel Cossette. C'est ça. Bonjour. Comme vous l'avez peut-être déjà entendu tantôt, Samuel Cossette, je me présente conjointement avec Nadia Lafrenière pour les 2 postes d'étudiants-étudiantes sur le conseil d'administration. Donc, vous m'excuserez si vous avez l'impression que je radote un peu, peut-être que je reprends effectivement la vision que Nadia a amenée sur le CA parce qu'on la partage sur tous les points. J'ai été 2 ans sur l'exécutif de la FESPED en sciences politiques et droit. J'ai déjà siégé également sur le comité à la vie étudiante à l'UQAM, sur lequel j'ai participé à différents sous-comités, notamment de rédaction de politique, la politique sur les groupes, par exemple. Et je suis impliqué à l'UQAM depuis mon arrivée ici. Pourquoi on se présente sur le conseil d'administration, Nadia et moi, c'est plus que pour être la voix des étudiants et étudiantes là-bas, c'est pour être leurs yeux et leurs oreilles, en fait. Rapporter l'information, déterminer ce qui se passe là-bas, les luttes, repérer plutôt ce qui se passe là-bas, les luttes qu'on va avoir menées et faire le lien avec les étudiants et étudiantes et l'ensemble de la communauté universitaire via, oui, les associations étudiantes et toutes les instances représentatives de la communauté étudiante de l'UQAM. On pense que le CA, c'est une instance qui est intimidante. Il y a des gens sur ce conseil qui ont une longue expérience du pouvoir.
et que ça prend des gens qui ont déjà siégé, qui ont déjà eu des relations avec ces gens-là pour pouvoir tirer les épingles du jeu malgré le peu de pouvoir qu'on offre aux étudiants et étudiantes sur ce conseil et réussir tout de même à créer de la mobilisation et des luttes au sein de l'université sur les enjeux importants qui s'offriront à nous dans les prochaines années. Merci. Merci beaucoup, M. Cossette. Et dans un troisième temps, M. Anthony Montreuil. À vous la parole. Chers délégués candidats, chers membres du Conseil, chers étudiants, bonjour. J'aimerais tout d'abord remercier le comité de sélection pour avoir retenu ma candidature. J'aimerais aussi remercier les membres du Conseil d'administration et les étudiants pour votre confiance. Je me présente, Anthony Montreuil, pour ceux qui ne me connaissent pas, étudiant au baccalauréat par cumul certificat à l'École des sciences de la gestion. Pourquoi porter ma candidature aujourd'hui? C'est d'avoir l'occasion de faire une différence. Une différence dans notre communauté, une différence pour l'organisation, pour les individus. Avoir l'occasion de s'engager dans un si beau projet fait partie d'avoir l'occasion de s'enrichir de connaissances, avoir l'occasion de participer à des projets d'envergure, des projets comme le programme d'études internationales que j'ai réalisé en Indonésie, les Jeux du commerce qui m'apportent présentement un bagage de connaissances sur la stratégie d'affaires en entreprise. Pourquoi apporter ma candidature? C'est ainsi de travailler conjointement, d'être un porte-parole et aussi d'apporter une vision et une gestion saine. Plusieurs enjeux se présentent actuellement dans la communauté étudiante, des enjeux comme le taux de placement, le recrutement de nouveaux talents, la gestion des ressources humaines. Et ainsi, je crois qu'il est stratégique pour notre organisation de se placer dans une vision à long terme, car on se trouve présentement à la fin d'un cycle économique et le renouveau d'un nouveau cycle. Et je pense qu'en se plaçant stratégiquement, avec une gestion saine, une gestion efficace, efficiente et bienveillante, il sera possible de se placer dans une vision durable. Merci. Merci, M. Montreuil. M. Danny Murphy. Bonjour, je m'appelle Danny Murphy, j'ai 24 ans. Je suis présentement au baccalauréat par cumul en administration des affaires. J'espère intégrer le baccalauréat en gestion des ressources humaines pour 2016. J'aime beaucoup les études que je suis en train de faire. C'est d'ailleurs ce qui me pousse finalement à m'impliquer davantage là, au sein du CA. J'aime aussi avoir l'aspect concret de ce qui se passe autour de moi. C'est ce qui me motive finalement. J'ai d'ailleurs siégé lorsque j'étais au cégep sur le comité étudiant là, de mon cégep. Puis j'aimerais concrétiser mon expérience en affaires plus particulièrement pour pas que mon parcours à l'école soit juste finalement faire des études. Pour ce qui est des enjeux étudiants, je vous dirais que c'est bien entendu, étant donné les coupes budgétaires, il va falloir se pencher là-dessus puis trouver des solutions. Par rapport aux membres, un bon membre du conseil d'administration, c'est d'exprimer librement ses pensées puis de ne pas avoir de partisanerie. Merci. Merci, M. Murphy. Et pour terminer cette ronde d'introduction, je donne la parole à M. Patrick Perra. Bonjour, je suis Patrick Perra. Je suis un jeune étudiant au doctorat à l'UQAM. Je ne vous dirai pas mon âge. En fait, je suis étudiant à plein temps depuis 2014. J'ai fait aussi un MBA en 2012-2013 à l'UQAM. En fait, ce que moi je vous offre, c'est ma longue expérience professionnelle dans le traitement de dossiers complexes et aussi l'engagement que j'ai dans la communauté professionnelle. Je suis aussi administrateur sur un conseil d'administration d'une association professionnelle qui travaille étroitement avec des étudiants de l'UQAM au niveau de la maîtrise en gestion de projet. Je m'implique dans des programmes de mentorat particulièrement avec ces étudiants-là. Sans être un expert des affaires académiques, mes valeurs puis mon engagement, puis surtout mon volet rassembleur qui me caractérise, je pense que ça fait de moi un candidat plus qu'intéressant pour justement travailler avec les associations étudiantes et les étudiants. Je n'ai pas la prétention de changer le monde, sauf que
en dedans de moi, je le dis souvent, là. Mais c'est sûr que l'action au conseil d'administration, ça ne vient pas enlever toutes les actions que les associations étudiantes et que le mouvement étudiant doit faire. C'est 2 voix, ça va être 2 personnes de 2 associations facultaires, ça va prendre les gens qui sont plutôt rassembleurs, et je vous dirais que ça va être une de mes forces, le fait de ne pas justement être impliqué avec aucune des associations. Une participation sur un conseil d'administration, moi, je le vois comme un privilège, même si je me le suis fait critiquer, que c'était prévu par la loi, donc c'est pour ça qu'on avait des postes. Moi, je suis reconnaissant de la vie et je crois qu'il faut quand même si c'est des acquis, qu'on prenne ça comme un privilège. Les actions que je vais vouloir faire sur le conseil d'administration, ça va être des actions pour l'ensemble des parties prenantes de l'université. Oui, les étudiants, mais aussi les autres parties prenantes qui sont impliquées. Puis, en fait, c'est mon sujet d'étude, la gouvernance corporative et la gouvernance de projet, dans une optique de créer de la valeur. C'est ce que je compte faire sur le conseil d'administration. Merci, M. Perra. C'est gentil. Merci beaucoup. Donc, c'était notre première ronde d'introduction des candidates et des candidats. Je me retourne maintenant vers vous, gens de la salle, pour que vous puissiez vous approcher du micro. Si vous voulez poser des questions à nos candidates, nos candidats, vous avez 1 minute pour le faire. Et à tour de rôle, elles pourront répondre à vos questions. Donc, est-ce qu'on a une première intervention au micro? Oui, on a un brave qui se dirige au micro. C'est gentil. Merci. Si vous voulez vous identifier, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle toujours Vincent Larin. Je suis étudiant en journalisme à l'UQAM. Je travaille aussi pour le Montréal Campus, qui est le journal indépendant de l'Université du Québec à Montréal. J'aurais posé exactement la même question qu'à la première vague de candidats, c'est à savoir que les membres de la communauté, la majorité de la communauté universitaire, c'est-à-dire chargés de cours, professeurs, étudiants, sont sous-représentés sur le conseil d'administration, sachant que la majorité des sièges appartiennent à la direction et à des membres externes de l'UQAM. Donc, j'aurais aimé avoir votre avis. Que pensez-vous de cette sous-représentation-là de la communauté universitaire au conseil d'administration? Merci pour votre question. Donc, on va débuter cette première ronde par Mme Benraïs. Effectivement, les étudiants, professeurs, chargés de cours sont moins représentés au conseil d'administration par rapport au personnel administratif de l'université. Avoir plus de sièges, ce serait souhaitable. Et pourquoi pas ne pas travailler dans ce sens? Travailler dans ce sens, c'est-à-dire essayer d'augmenter le nombre de sièges, avoir plus de représentativité de la communauté étudiante et professeurs et chargés de cours. En tout cas, ça ne peut faire que du bien à la communauté étudiante. Merci beaucoup. Monsieur Cossette, vous voulez répondre à la question? Tout à fait. À vous. Donc, bien sûr, les étudiants et étudiantes ainsi que l'ensemble de la communauté sont effectivement sous-représentés sur les instances de l'UQAM, notamment le conseil d'administration. On en a eu l'exemple concret le printemps dernier, alors que l'ensemble des représentants et représentantes des employés, étudiants et étudiantes, professeurs et chargés de cours se sont opposés aux menaces d'expulsion qui visaient 9 étudiants et étudiantes et que ces menaces ont même été maintenues par le conseil d'administration. Donc, c'est évident qu'il faut travailler pour pouvoir obtenir une plus grande collégialité, une plus grande place pour l'ensemble de la communauté universitaire qui est présentement aux mains des administrateurs et administratrices de l'université qui pourtant ne connaissent pas, ne vivent pas les conséquences de leurs décisions sur les instances dont ils tirent les rênes. Donc, évidemment, il faut travailler dans ce sens-là. Et ça, ce travail-là, ça va se faire à la base en faisant des liens, en construisant des liens et des alliances avec les syndicats, les différents groupes qui composent l'UQAM. Et évidemment, au conseil d'administration, dans un deuxième temps, si on peut le faire, mais ce n'est pas là que notre pouvoir réside. Merci beaucoup. Monsieur Montreuil, à vous la parole. Donc, c'est un fait. Les étudiants sont peu représentés, mais ils restent tout de même représentés. Et je crois que dans le peu qu'ils sont représentés, c'est à nous, ensuite, de s'échanger, que ça soit la prise de parole, dans la représentativité d'un membre du conseil d'administration, doit être d'apporter chacune des parties prenantes à s'échanger les connaissances. Je pense qu'il y a plusieurs façons d'y arriver, mais je pense que l'important, si on le voit à l'inverse, c'est qu'on reste quand même représenté et que c'est de notre devoir d'apporter notre vision et toujours penser d'une façon, dans une gestion saine, de voir où on peut aller tous ensemble. C'est un travail d'équipe. Merci beaucoup.
Est-ce que M. Murphy voulait intervenir sur cette question? Oui, en fait, À vous la c'est parole. un petit peu dans la même ordre là, que Mme Ben-Raïs et M. Cossette. Là, c'est sûr que pour cette question-là, il faudrait se pencher puis pouvoir, dans le fond, parler de la question, puis finalement, toujours en respectant les limites du Conseil, mais trouver une solution pour ce problème-là. Merci beaucoup. M. Perra, sur la même question? En fait, la représentation n'est pas différente que ce qu'on va retrouver dans toute autre sorte de conseil d'administration. Même, je dirais qu'aujourd'hui, de nos jours, les organisations visent à avoir des conseils d'administration de plus en plus réduits, autour de 10 personnes. Moi, je crois que ce n'est pas le nombre de 2 qui fait qu'on pourrait penser qu'on est sous-représenté, c'est la façon qu'on va amener les messages. C'est ça qui va être important. Puis ça vient mettre en force le travail qu'il faut qu'il soit fait en dehors des conseils d'administration, par les associations facultaires, par les comités d'études. Maintenant, à partir du moment que le message va être bien ficelé, oui, on va l'amener avec une voix de 2, mais on va l'amener avec une force qui va être importante. L'autre élément aussi qui va faire en sorte qu'on pourrait avoir une belle représentation, c'est en augmentant le taux de participation. Imaginez là, si on avait 50% des gens qui votent aux élections pour élire des administrateurs. On est 9 beaux candidats ici. Mais imaginez la représentation que ça ferait comme message au conseil d'administration si on avait 22 000 qui auraient voté pour un candidat ou un autre. Merci, M. Perra. C'est bien gentil. Pas que je suis impoli, mais ça faisait une minute. Est-ce qu'on a une autre question qui nous viendrait de la salle? Une deuxième question? Il ne faut pas vous gêner. Oui, on a quelqu'un peut-être, oui, qui se dirige au micro. Si vous voulez vous identifier, posez votre question. Effectivement. Bonjour tout le monde. Je suis Guiraud Schneider, un étudiant en sciences politiques, premier cycle. Ma question va se diriger principalement à M. Perras, excusez-moi. Mais je voudrais quand même que les candidats et candidates se prononcent dessus. Vous parlez en fait que vous n'êtes pas attaché à aucune association étudiante, donc aucune relation avec les membres ou les étudiants en assemblée générale, mais vous parlez de, par exemple, collégialité et de respect, de coordination et de communication avec eux. Donc, comment vous allez pallier ça? Oui. Merci. Donc, comme la question s'adresse à M. Perra, il débutera. Et si les autres candidats par la suite, à tour de rôle, veulent répondre, je vous donnerai la parole. M. Perra, pour 1 minute. Oui, en fait, pour l'instant, je suis membre de l'association étudiante de l'ESG et aussi membre de l'association des doctorants en administration. Pour l'instant, je n'ai pas d'affiliation avec aucune association. Par contre, ça va être le travail à construire ensemble. Cela étant dit, là, je suis une personne. Là. Je ne vais pas venir remplacer l'ensemble du travail qui se fait par les autres associations. Je pense que ma capacité de synthèse peut aider là-dedans, puis mes capacités rassembleurs aussi. Mais là, les 2 personnes que vous allez élire, ce n'est pas eux qui vont faire tout le travail que les autres faisaient avant. On devient des porte-parole à ce conseil d'administration-là. C'est votre parole qu'on va emmener en avant. Merci, M. Perra. Est-ce que Mme Ben-Raïs voulait répondre à cette question? C'est sûr que c'est très, très important de travailler avec les associations étudiantes, de rester en contact continu et de les informer au fur et à mesure, à chaque réunion du conseil d'administration, transmettre toute l'information parce qu'ils représentent, ils sont la voix des étudiants, ils sont là pour défendre les étudiants. Merci. Est-ce que M. Cossette voulait intervenir? À vous la parole. Rapidement, en fait, ce qu'on propose de faire, Nadia et moi, à ce sujet-là, c'est de continuer la tradition qui a été établie depuis 2006, c'est-à-dire de travailler conjointement, de prendre les mandats surtout de la table des associations facultaires, donc l'interfac, qu'on appelle, travailler également avec la table intersyndicale qui regroupe en plus le SPUC, le SCUC, les syndicats de l'UQAM, des employés, et de continuer d'être mandaté par ces instances représentatives-là selon les mandats que les associations et syndicats ont obtenus au sein de leur instance décisionnelle. Merci, M. Cossette. M. Montreuil. De même, rapidement, quand on parle d'association étudiante, il y a le mot association qui est rassembleur et les étudiants. Alors, plus loin, je pense qu'il y a chacun de nous dans l'école, on est près de 43 000, tous les étudiants qui doivent se rassembler pour faire valoir leur point de vue et ainsi, par notre représentativité, faire valoir ces points au conseil d'administration, toujours de façon juste et efficace dans le but d'avancer l'équipe au grand complet, que ce soit les étudiants et cette association de tous ces étudiants. Merci.
Monsieur Murphy? Je suis d'accord avec mes collègues de continuer à garder une communication avec les associations étudiantes, c'est ce qui pourrait être le mieux pour la représentativité. Merci beaucoup pour ces réponses à cette deuxième question. Est-ce qu'on a une troisième question de la salle? Oui. Bonjour, donc toujours Stéphanie Thibodeau de la Faculté des sciences de l'éducation. En fait, question rapide, pensez-vous travailler avec les membres des autres instances de l'université au sujet des dossiers du CA? Merci. On va débuter avec Monsieur Cossette, cette fois-ci. Si vous voulez répondre à la question, bien sûr. Oui, bien évidemment. L'expérience que j'ai sur les instances fait en sorte que, bon, je connais les façons d'établir contact, on sait avec qui établir contact, comment établir contact, surtout avec les gens qui siègent sur les différentes instances. C'est important d'avoir un travail qui est fait avec les représentants et représentantes des professeurs chargés de cours et de l'ensemble de la communauté avant les instances, de s'entendre sur une marche à suivre, de s'entendre sur les politiques, les points qu'on va aller pousser, surtout dans un contexte où il va y avoir des luttes importantes à mener qui touchent l'ensemble de la communauté. Ça va être bien évident qu'il va falloir garder des liens forts et des liens solides avec la communauté universitaire, et ça sur toutes les instances de l'UQAM. Sur le conseil d'administration, mais également sur le comité à la vie étudiante, sur la commission des études, qui est une instance capitale dans le fonctionnement de l'université, surtout au niveau académique. Donc, ce lien-là va être à bâtir, à solidifier et à conserver là, dans toutes les luttes qu'on va devoir mener en tant que communauté. Merci. Est-ce que M. Montreuil voulait intervenir sur cette question? Oui. Oui. Donc, de même, je crois qu'il est important d'avancer à toutes les instances à plusieurs niveaux. Les associations étudiantes doivent prendre la parole, mais également s'échanger entre elles pour, de cette façon, avancer tout le monde ensemble. Je pense qu'on se situe présentement dans un travail d'équipe. On se situe en troisième période de la partie, puis je pense que si on joue plus fort tous ensemble, on va être capable de gagner la partie. Merci. Monsieur Murphy? Effectivement, de garder une communication, comme je le disais plus tôt, c'est la clé, puis de pouvoir enfin créer, comme mon collègue disait, M. Montreuil, de créer un travail d'équipe qui va faire qu'on va avancer plus loin. Merci. Monsieur Perra, sur la même question? En fait, le conseil d'administration a deux grands rôles à jouer dans cette université-là, ou même en fait dans les conseils d'administration, qui est un mandat de vision et un mandat de supervision. Quand on élit des membres au conseil d'administration, puis c'est le mandat que je me donne, c'est pas uniquement d'aller représenter les associations étudiantes. C'est de représenter l'ensemble des parties prenantes. Puis c'est ça le mandat qu'on nous donne. On nous en donne 2 postes aux étudiants, mais le mandat qu'on nous demande, c'est de gérer l'ensemble des dossiers. Fait que c'est évident qu'il va falloir travailler avec toutes les autres instances qui naviguent autour de l'UQAM. Ça va être à déterminer. Non, c'est juste, tu sais, parce que des fois, les gens parlent, les syndicats et tout ça. Je suis assez apolitique dans ça. Moi, ce qui est important, c'est que quand on va prendre des décisions, on prenne des décisions dans les intérêts de tous pour créer de la valeur dans cette université-là, à tous les égards. Merci, M. Perra. Est-ce que Mme Benraïs voulait intervenir sur cette question? Je pense que tout le monde a bien répondu et c'est exactement ce que j'allais répondre. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de gens dans la salle? Oui, il y a des gens qui vont s'approcher, je le sens. À vous la parole. Oui, bonjour. Mon nom est Cynthia Beaulieu. Je suis coordo académique là, à la MSP, donc au baccalauréat en sciences politiques. Ma question comporte finalement là, sur le règlement 18. L'année dernière, on a 9 étudiants et étudiantes qui ont eu des lettres de renvoi ou de suspension en fonction finalement à ce règlement-là qui traite des infractions de nature académique. La CE, donc la commission des études, pourrait porter en fait des ajustements à ce règlement-là et ça se rendrait au CA. Est-ce que vous êtes familier de avec ce règlement-là et de 2, est-ce que vous appuierez la réécriture ou le changement pour le règlement 18? Merci pour votre question. On va débuter ce coup-ci avec M. Montreuil, s'il veut répondre à la question, bien sûr. Alors, bien sûr, ce qui a trait au règlement 18 découle en premier lieu des coupures budgétaires. Et je pense que c'est à nous tous de garder sa bienveillance pour servir l'entité.
Alors, je pense qu'il est possible de revoir ce règlement dans le but ultime d'avancer tout le monde, d'avoir une vision où chacun pourrait amener à l'organisation une façon de partager ses points de vue pour voilà, juste ne pas privilégier certains groupes. Mais pour être franc, je pense que le but ici n'est pas de pénaliser certaines personnes, mais bien au contraire d'amener l'organisation et tout le groupe dans une vision à long terme. Merci. Est-ce que M. Murphy voulait intervenir sur cette question? Je ne suis pas très familier avec le règlement 18. Cependant, d'après ce que j'ai compris, puisque je comprends de ce cas-là, c'est sûr que oui, je serais en faveur de peut-être l'amender pour que ce soit peut-être plus équitable là, à l'avenir, si jamais il y avait d'autres situations comme ça qui pourraient survenir. Merci. Est-ce que M. Perra voulait intervenir sur cette question? À vous la parole. Moi non plus, je ne suis pas familier avec le règlement 18, mais je pense qu'on en lit une copie dans tous les plans de cours qu'on a, si je ne m'abuse. Cela étant dit, c'est sûr que tous les administrateurs que vous allez nommer ici ne connaîtront pas tous les dossiers. Il faut avoir une capacité de découvrir des nouveaux dossiers, de les étudier puis de les comprendre. Je voudrais revenir sur le fait de l'expulsion des étudiants. Je suis sûr que la question va peut-être venir tout à l'heure, là. Je ne cautionnerai jamais des activités de violence à l'intérieur de l'université. Et jamais. Si ça arrive, il faudra voir qu'est-ce qu'on fait, mais jamais je vais les cautionner. C'est sûr que si vous me lisez sur le CA, ça va être difficile dans ces situations-là. Vous devriez me justifier pourquoi on devrait faire des activités de violence ici. C'est ce que je peux en dire. Merci, M. Perra. Mme Benraïs? Il est certain que le geste qui a été posé par l'université de renvoyer des étudiants est absolument inacceptable. De nos jours, au siècle dans lequel on vit, on ne peut pas envisager une chose pareille. C'est certain que les étudiants ont mal agi. Ils ont fait du sabotage, ils ont cassé, brisé des photocopieurs, des imprimantes, peinturé des murs. À ce moment-là, j'étais moi-même une employée, puis ces jours-là, je me sentais vraiment terrorisée, j'avais peur, on se déplaçait en cachette, mais on ne règle pas la violence par la violence. L'université a définitivement très très mal agi, il fallait s'asseoir, rencontrer les gens, c'est ce qui n'a pas été fait par le vice-recteur de l'époque, il me semble. D'ailleurs, il a fallu que le président du syndicat des chargés de cours aille le sortir de son bureau et le fasse rencontrer des étudiants. J'étais là, c'était au pavillon André Zinsta, non, c'était au pavillon JA de Sèvres, au niveau métro. Donc, il fallait rencontrer les gens, parler avec les gens, écouter leurs besoins et régler ça à l'amiable. La violence par la violence est inacceptable. Merci, Mme Benraïs. Pour terminer cette question, M. Cossette. Oui, je suis bien malheureusement familier avec le règlement 18. Et également la politique 10, en fait, là, qui est la politique sur la sécurité des personnes et des biens, qui était plus cette politique qui encadrait tous les agissements que le conseil exécutif et le conseil d'administration ont posé la session dernière. Ces politiques, particulièrement la politique 10, bien sûr, est définitivement à retravailler. Comme plusieurs politiques à l'UQAM, elle laisse un pouvoir discrétionnaire presque complet au conseil exécutif aux instances décisionnelles contrôlées par l'administration. On a très peu de recours. En fait, il n'y en avait aucun dans la session au niveau de l'UQAM, donc recours pour les étudiants et étudiantes qui étaient menacés d'expulsion. Il faut évidemment réécrire ça et donner un plus grand pouvoir à la communauté, d'avoir une voix qui est paritaire ou majoritaire de préférence, ou minimalement paritaire sur des décisions qui affectent de façon aussi flagrante et intense l'ensemble de la communauté et pas juste des questions de discipline en lien avec quelques ajustements que ce soit. C'est d'ailleurs une continuité là, avec d'autres politiques qu'on avait vues écrites par avant, par exemple celle sur la vidéosurveillance qui, encore une fois, laissait un pouvoir discrétionnaire complet au service de prévention de sécurité sur l'utilisation des images tirées par les caméras. Donc, ce genre de dérive-là discrétionnaire du pouvoir au sein de l'UQAM est très présent. Il va falloir se pencher sur la question vigoureusement. Merci, M. Cossette. Est-ce qu'on a une cinquième question venant de la salle? Oui, monsieur. Oui. Donc, je vais reposer la question que j'ai posée tantôt. Mon nom est René Delvaux. Je suis je suis l'ancien délégué étudiant au conseil d'administration en 2013 et 2015. La question était que je vous adresse, en fait,
C'est par rapport aux enjeux. Donc, j'ai demandé aux anciens candidates tantôt quels seraient les enjeux qui seraient portés à débat, à discussion et à consultation dans les 2 prochaines années. Ils et elles m'ont à peu près tous et toutes répondu la question de l'austérité, la question des coupures budgétaires. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux? J'aimerais savoir si vous voyez dans les discussions qu'on a eues dans les dernières années, qu'est-ce qui va se poursuivre comme ce qui va être sujet à débat. Et j'aimerais aussi savoir, connaître votre connaissance du fonctionnement de l'université, c'est-à-dire où est-ce que vont être prises ces décisions-là à propos de ces enjeux-là. Donc, quels enjeux et sur quelles instances elles seront traitées. Merci. On va débuter cette 5e question, cette ronde de réponses par M. Murphy. Je crois quand même que, pour répondre à votre question, que oui, l'austérité est une question principale à régler peut-être avant de commencer à penser à d'autres choses. Je crois qu'il faut régler, il faut y aller comme problème par problème, puis je crois que c'est quand même quelque chose qui est important à se pencher dessus. Puis deuxièmement, je crois que le CA puis toutes les instances, les autres instances ont droit à leur façon, si on veut, de voir les choses. Puis après discussion, on va pouvoir prendre des décisions. Merci. Monsieur Perra? Oui. La question de l'équilibre budgétaire, en fait, je crois que c'est une question d'équilibre, justement, de trouver, parce que partout dans la société, l'argent ne coule pas tout le temps à flot. Quand vous avez vu ce qui se passe sur le marché du travail, ça va être le cas. Par contre, on peut trouver l'équilibre pour justement assurer de la qualité, créer de la valeur, puis amener des bénéfices pour notre communauté étudiante, qui est, dans le fond, le cœur de cette université. L'autre élément, moi, un enjeu que je vois et que j'espère que je vais avoir l'occasion de l'adresser, vous ne la voyez peut-être pas tout le temps, parce qu'un jour, vous allez terminer vos études à l'université. Vous allez travailler sur le marché du travail. Vous allez vouloir que votre université continue à vous appuyer dans votre démarche avec une certaine renommée, un certain prestige. C'est des éléments que je n'entends pas chez vous. J'ai hâte de les adresser avec vous, parce que je pense qu'ils sont importants. Merci, M. Perra. Est-ce que Mme Benreyes voudrait répondre à cette question? À vous la parole. Comme tout le monde l'a dit, donc les coupures budgétaires qui menacent directement l'avenir des universités, l'avenir de la recherche. Et un enjeu auquel moi je pense et qui serait un enjeu très très important pour la vie étudiante, c'est de mieux investir dans les infrastructures technologiques afin nous sommes à l'ère du numérique, à l'ère des nouvelles technologies, afin d'offrir ce qu'il y a de mieux aux étudiants de nos jours. Merci. Monsieur Cossette. L'autre enjeu le plus important que je vois à l'UQAM, excepté les coupures budgétaires, c'est la centralisation du pouvoir. On a parlé tantôt brièvement d'un modèle décentralisé de prise de décision à l'UQAM. Je ne crois plus que c'est le cas. On a eu des exemples assez graves de pouvoir qui étaient de plus en plus centralisés aux mains du rectorat et de la direction. On a eu, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, le doyen de la Faculté des sciences qui a décidé unilatéralement de fermer un programme sans même avertir les professeurs, étudiants et étudiantes, sans consultation. On a cet été tous les doyens et doyennes de faculté qui ont été rattachés au rectorat plutôt qu'à être, premièrement, redevables et répondantes de leur faculté. Donc, cet enjeu-là est majeur. C'est pour ça que nous, on veut plus agir en tant que délégués au conseil d'administration qu'administrateur, administratrice, pour établir cet exemple de collégialité, en faire un exemple concret et fonctionnel sur les instances. Et bon, évidemment, pour répondre à la deuxième partie de la question sur la collégialité, où est-ce que ces décisions-là vont être prises, ça serait étonnant qu'une instance décisionnelle qui a du pouvoir se retire elle-même son pouvoir. Donc, je crois que ce ne sera pas des décisions qui vont être prises, mais bien une lutte qui va être amenée. Merci, M. Cossette. M. Montreuil, pour conclure. Alors, les enjeux, on parle de budget, on parle beaucoup de coupures budgétaires, mais étonnamment, on ne parle pas de gestion de ce budget. Oui, le budget est un enjeu, mais je pense que la gestion de ce budget, comment faire avec ces coupures, car ces coupures sont une réalité pas seulement à l'école, pas seulement au Québec, mais c'est une réalité partout dans le monde qui nous entoure. Donc, comment faire avec ces coupures budgétaires et comment gérer où mettre les priorités, toujours selon notre vision d'organisation et notre mission. Ensuite, je pense que le taux de placement, pour parler d'autres enjeux, le taux de placement est un enjeu important. On sait que on a récemment eu moins de demandes d'admission et également les étudiants qui sortent sur le marché du travail doivent
tous se trouver un travail, doivent ainsi se faire valoir selon les connaissances apprises. Donc, le taux de placement, la facilité pour les étudiants à se trouver un emploi, c'est un enjeu important. Et je pense que toujours en remontant l'image de l'école, il est facile d'améliorer et de faire valoir ce taux de placement. Merci, M. Montreuil. Nous voilà déjà rendus à la conclusion de ce débat, forum d'échange. Ce deuxième groupe de candidats a aussi eu la chance de répondre à 5 questions de l'auditoire. Je vous en remercie. Donc, pour conclure, on va laisser... Oui, monsieur? Je ne savais pas tellement que les interventions étaient limitées à 5. Je me serais peut-être levé plus tôt. Est-ce qu'il serait possible, je vois qu'il y a de l'enthousiasme à poser des questions, de prolonger un petit peu la période? Bon, on est des gens souples, on s'adapte. Allez-y, vous avez une dernière question peut-être pour nos candidats? Ben là, non, il va falloir peut-être vous concerter, vous limiter à une, parce qu'on avait... tout ça est audio-diffusé, donc on se doit de respecter un certain temps. Puis accessoirement, on a aussi des cours à 2 heures. Oui, ben c'est ça. Si les gens sont très rapides... On a une question, Mammouth. Ah, OK, en 3 volets. Bon, prenez des notes, les candidats. Alors, on va avoir une question en 3 points. Je vais commencer par le premier point. Je fais partie de cette école de pensée qui estime que l'université est d'une certaine façon un sanctuaire politique aussi. Or, en avril dernier, c'était le 8, un mercredi, aux alentours de 14h, la police est intervenue dans l'université afin de réprimer une manifestation politique qui s'y déroulait. J'aimerais connaître votre avis sur cette intervention, mais attention, pas sur la seconde intervention de la police qui a eu lieu plus tard le soir à minuit suite à ce qui a pu se passer dans le bâtiment DS, vraiment sur la première intervention de la police qui était en début d'après-midi. Je voudrais avoir votre opinion, votre sentiment et peut-être votre positionnement, ce que vous auriez fait par rapport à si cette situation s'était déroulée sous votre mandat. Ça, c'était les 3 volets où il y avait... Non, il y a le deuxième volet. OK, alors ma question va probablement être un peu plus courte. En fait, on a vu dans la dernière année un mouvement, une vague de contestation concernant les agressions sexuelles et harcèlement psychologique à l'intérieur de l'UQAM entre les personnels et les étudiants. Ma question est à savoir, qu'est-ce que vous considérez, selon vous, le CA a quelle implication dans ces cas-là, puis qu'est-ce que vous feriez dans cette situation-là pour qu'il y ait, selon moi, un meilleur engagement de l'UQAM et moins un musellement, en fait, du débat, en fait? Merci. Le troisième volet, c'est une longue question. De la question, j'ai essayé de faire ce cours. On a parlé beaucoup des coupures, mais ce que ça fait concrètement dans les facultés, c'est des efforts justement de gestion. Beaucoup en ont parlé. Moi, je connais les détails de la faculté de droit et de sciences politiques. On est rendu à fermer la bibliothèque les dimanches. Je pense qu'il y a de l'argent, il n'y en a plus. L'Université Laval a fait un effort, en fait, avec la partie estudiantine et l'administration pour parler d'une voix, une seule, qui dénonce les coupures en éducation et dénonce donc cet équilibre budgétaire-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est possible à l'UQAM d'avoir ce groupe-là ensemble réuni pour contester ces coupures-là? Merci beaucoup pour cette question en 3 volets. Tout le monde a pris des notes. On va débuter cette dernière longue question par Mme Benraïs et à chacun de votre tour, vous aurez 1 minute pour y répondre. Donc, je vais essayer de répondre très vite pour laisser la parole aux autres. L'intervention des policiers sur le campus est absolument inacceptable. Nous n'avons pas affaire à des criminels, c'est des étudiants. C'est sûr que, comme je l'ai dit tantôt, la violence est inacceptable des 2 bords. Les étudiants n'ont pas le droit de commettre des actes de violence, mais les réprimer par des policiers, je ne pense pas que c'était la bonne idée ni la bonne solution à faire. Le harcèlement, il faut punir le coupable. Quel que soit le coupable, que ce soit le recteur de l'université, il faut punir le coupable. Fermer la bibliothèque est une très mauvaise idée. Moi-même, je suis une grande utilisatrice de la bibliothèque tous les dimanches et ça m'a pénalisée personnellement. Je passe la parole à Samuel. Merci beaucoup. Monsieur Cossette.
L'intervention policière était effectivement inacceptable. C'était la répression politique d'un enjeu qui était interne et académique aussi. Et ça n'a absolument pas lieu d'être en aucune situation dans les murs de l'université. Donc, ce que j'aurais fait en état social, c'est bien évidemment établir un dialogue le plus rapidement possible avec la direction, la personne qui a pris la décision de faire entrer les flics et de faire changer d'avis. Et ensuite, je suis sûrement allé manifester moi aussi, puisque je trouve ça vraiment inacceptable. Il y a d'autres moyens d'action que le CA. Sur le plan des agressions et des harcèlements sexuels, il y a du travail, énormément de travail qui reste à être fait. Il y a des réglementations, des règlements qui commencent à être écrits, mais ça joue, d'après moi, qu'en minime partie à ce niveau-là. Je crois que le principal problème se situe au niveau d'une culture qui existe encore à l'université, encore au niveau étudiant et professoral aussi, une culture qu'il faut combattre par différents moyens, la punition des agresseurs en est un, mais surtout au niveau de la sensibilisation et de surtout mettre de l'avant cette culture-là et la combattre par tous les moyens possibles. Et sur la dernière question... Rapidement, oui, sur les coupures. Oui, sur les coupures, évidemment, question de la possibilité de faire un front uni face au gouvernement, il va falloir le faire. Je comprends pas comment l'administration de l'université en ce moment décide d'appliquer ces coupures-là plutôt que les combattre. Donc, elle répond au gouvernement et non pas à sa communauté. C'est définitivement une attitude qu'il va falloir essayer de changer, même si je doute qu'on va réussir à y parvenir. C'est pour ça qu'il va falloir s'unir en tant que communauté. Merci, M. Cossette. M. Montreuil. Alors, rapidement, pour faire un retour sur les événements qui se sont produits, comme on le disait, je pense que c'est malheureux de voir essayer de régler un problème de violence en y rajoutant de la violence. On ne peut pas éteindre le feu en y rajoutant de l'huile. Ça ne le faire que l'empirer. Alors, je pense que c'est de notre devoir, tous ensemble, de se calmer à ce niveau et d'amener un milieu de travail et d'apprentissage sain qui se veut dans l'apprentissage des connaissances. Et si c'est du même fait pour les agressions sexuelles, donc aucune place pour la violence, pour les agressions de toutes parts. On est un milieu d'apprentissage, un milieu de vie pour plusieurs personnes. Alors je pense qu'il est possible d'instaurer un climat agréable et c'est en partie le rôle des étudiants et aussi le rôle du conseil d'administration en fait. Pour les coupures budgétaires, c'est un fait, comme je le disais, à tous les niveaux, au niveau mondial. On est en restructuration budgétaire. C'est parfois un devoir de le faire, car ce qu'on le sait, l'argent ne pousse pas dans les arbres. On doit faire avec ce qu'on a. On sème une plante qu'on récolte. Alors, on doit peut-être amener une boîte à suggestions et inviter les gens à proposer des solutions. Merci, M. Montreuil. M. Murphy. Pour la situation policière, en fait, c'est sûr que un peu comme M. Perra, je ne cautionne pas non plus. C'est sûr que s'il y a des actes criminels que les policiers viennent arrêter cet acte-là, je peux comprendre, mais non, il ne faut pas nécessairement envoyer les policiers à chaque fois qu'il pourrait y avoir certaines manifestations. Pour ce qui est du harcèlement, de continuer la publicité, ce qu'il y a dans les agendas, dans les plans de cours, ainsi de suite, de continuer à en parler, puis de punir les coupables aussi. Puis pour ce qui est des coupures budgétaires, je crois qu'on est beaucoup d'étudiants et on pourrait s'inspirer un petit peu de l'Université Laval pour avoir une seule voix. Merci. Pour terminer, M. Perra. En fait, les deux premiers points sur... en fait, je pense que l'intervention policière, c'est jamais plaisant pour personne. Puis on s'entend, ils sont pas mal souvent malhabiles dans leur façon de faire. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Les deux premiers points que vous avez mentionnés, c'est malheureusement le reflet de la société qu'on a, puis qui n'est pas plaisant du tout qu'on vive dans une société comme ça. Je pense que le CA doit adopter des politiques claires à cet égard. C'est ce qu'il peut faire, s'assurer qu'elles sont mises en place aussi. Maintenant, on tombe dans des actes de droit légal, puis c'est pas toujours à l'université à tout régler ça. Moi, quand j'ai des dossiers complexes, la façon que j'ai trouvé au fil des années à les régler, c'est avec des chiffres. Je ne suis pas un comptable, mais je suis une bonne personne pour gérer des dossiers qui impliquent des budgets importants. Je pense qu'il faut, oui, revendiquer, mais aussi il faut se mettre nous autres à calculer, puis à prendre le crayon. Puis peut-être, on est des étudiants, on est tous des étudiants, il y en a qui étudient en économie. Je crois qu'il y a moyen de peut-être, à notre tour,
faire d'éducation auprès de nos instances sur comment les budgets devraient être gérés. Puis je pense qu'on a la capacité de le faire. Ça, c'est quelque chose que je voudrais contribuer à faire avec vous autres. Merci, M. Perra. Bon, c'est ce qui met fin à ces rondes de questions. Maintenant, on va procéder pour conclure justement aux conclusions de chacun des candidats. On va débuter par l'ordre inverse des introductions. Donc, je vais demander à M. Perra s'il veut conclure pour une période de 2 minutes. Oui, bien, à vous la parole. Un bref mot pour vous dire merci de votre attention. Merci d'avoir posé des questions intéressantes. Je pense qu'à travers les réponses, vous avez eu l'occasion de voir chacun de nos personnalités. On a d'excellents candidats en liste pour les 2 postes au CA. Évidemment, je crois que la capacité que je peux amener au mouvement étudiant, mais aussi dans la gestion de l'université, avec mon côté rassembleur, d'avoir géré des dossiers complexes, je crois que ça peut être un atout pour l'ensemble du mouvement étudiant. Donc, voilà. Je vous remercie. Votez pour Patrick Perra. Vous pouvez aller voir ma page Facebook, Patrick Perra pour le CA de l'UQAM. Merci. Merci, M. Perra. M. Murphy. Moi, je promets, dans le fond, d'être transparent, d'avoir l'intégrité puis d'être efficace. Je voudrais m'investir à 100 % puis être à l'écoute, finalement, des besoins des étudiants. Merci, M. Murphy. M. Montreuil, pour votre conclusion. En conclusion, parlons de la vie. On vient au monde avec le but ultime d'apprendre, d'avancer, jour après jour, de s'emmagasiner d'une montagne de connaissances. J'ai eu, il y a quelques années, un accident important sportif en faisant des sports extrêmes, alors que certains me pensaient impossible mon retour au travail, alors que j'ai passé quelques temps dans le coma. J'ai dû travailler très fort pour remonter la pente. Et où est-ce qu'on se trouve présentement? Je pense que tous ensemble, on peut travailler conjointement très fort pour être efficace, remonter la pente et faire valoir la belle image de notre école. Puis, je suis très reconnaissant d'être ici aujourd'hui et j'espère avoir la chance de travailler conjointement avec vous tous pour faire avancer nos dossiers et avancer notre vie universitaire. Merci. Merci. Monsieur Cossette. Oui, donc en conclusion, comme il a été dit pendant les réponses, l'équipe Nadia et moi, on arrive avec une idée de rebâtir une collégialité, bâtir des liens avec l'ensemble de la communauté, autant au niveau syndical que les associations étudiantes, pour mener des luttes communes puis regagner en fait cette université qui est sous des attaques vraiment importantes en ce moment. Mais au-delà des discours politiques qu'on tient, notre principal rôle, c'est celui de la redevabilité, donc de travailler avec ces instances qui représentent la communauté, ces groupes, via différentes tables, via tous les moyens de communication qu'on peut mettre de l'avant et d'être redevable en tout temps et en tout point, et d'être leur voix, effectivement, mais surtout leurs yeux et leurs oreilles au sein du conseil d'administration. Voilà. Merci. Madame Benraïs. Donc, comme je l'ai dit tantôt, lorsque je me suis présentée, je souhaite avant tout apporter du changement, une vision nouvelle, apporter les bonnes pratiques d'ailleurs et les implanter ici à l'UQAM. Et comme je l'ai dit, étant une ancienne employée, je connais le système de l'intérieur. Je sais exactement où ça va mal, où sont les lacunes et j'aimerais justement profiter de ma nouvelle expérience de nouvel employé à l'Université de Montréal pour apporter du changement et combler ces lacunes. Et également, donc, je souhaiterais rétablir la confiance entre les étudiants et l'administration de l'université. Et merci d'être venu. Merci, Madame Benraïs. C'est ce qui met fin à ce forum d'échange avec les 9 candidates et 9 candidats au poste de représentant du conseil d'administration de l'UQAM. Je veux dire un gros merci à tous et à toutes qui êtes venus aujourd'hui débattre de vos idées avec nous. Merci à vous, les gens de la salle, pour vos questions et l'intérêt porté envers ce processus démocratique. Merci aussi à l'équipe technique pour la diffusion, l'enregistrement et la diffusion de ces débats, et ainsi qu'à l'équipe du secrétariat des instances pour l'organisation de cet événement. Je vous rappelle que le scrutin se déroulera de 10 h le lundi 5 octobre à 15 h le jeudi 15 octobre 2015. À vous maintenant, étudiantes et étudiants, de vous prononcer. Mon nom est Stéphane Tobin, je suis directeur des dossiers universitaires et je vous souhaite à tous et à toutes bon scrutin. Merci. Non, mais oui, c'est sûr, c'est